Bonjour et bienvenue sur resatv.net à travers ces canaux digitaux. Vous êtes dans votre émission Passion verte. Passion verte, cette émission qui redonne le goût à l'agriculture. Pour ce deuxième numéro, nous recevons Souleymane Diallo. Il est le directeur communal de l'agriculture et de l'élevage à Lambagny. Lambagny, c'est la commune qui nous abrite. Nous émettons depuis les studios qui sont dans l'enceinte de l'université Mahatma Gandhi, bloc B. Donc, c'est le directeur communal de l'agriculture et de l'élevage qui nous recevons, donc qui nous reçoit aussi parce que nous sommes dans sa commune. Il est ingénieur agronome, passionné de l'agriculture, donc membre fondateur de deux structures majeures agricoles en République de Guinée, Agritous et Agripest. C'est en mars 2025 qu'il a été nommé directeur communal de l'agriculture. Ici, il a pris les rênes à Lambagny, mais bien avant, il avait occupé le même poste dans une autre commune. Le centre administratif de la Guinée, c'est la commune de Kaloum. Avec lui, nous allons parler de l'agrobusiness, comment s'assurer du retour, d'un bon retour à l'investissement. C'est ça le thème de notre émission aujourd'hui. Monsieur Diallo, bonsoir et bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Monsieur Mbouléré. C'est à moi de vous remercier pour tout ce que vous faites aujourd'hui concernant le secteur agricole guinéen. Et merci de vous être installé dans ma commune, comme vous l'avez dit. Merci, c'est un honneur, c'est quelque chose qu'on devait faire depuis. Il y a une télévision maintenant qui s'occupe de l'agriculture, c'est la télévision verte, la télé verte, Ressa TV. Alors, je l'ai dit, vous étiez à Kaloum, maintenant vous êtes à Lambagny, vous êtes d'ailleurs le premier directeur communal de l'agriculture et de l'élevage dans cette commune, nouvelle commune de Lambagny. Vous êtes nommé depuis mars. Alors, comment d'abord vous appréciez qu'on ait une télévision qui s'occupe de l'agriculture et ensuite, qu'est-ce que vous avez mis en place depuis votre nomination, la tête de cette direction aussi importante que la direction communale de l'agriculture et de l'élevage? Merci beaucoup, Monsieur Bouléret. Tout d'abord, bonsoir à vous. Bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent sur Ressa TV. Ce sont les passionnés de l'agriculture, donc je leur salue, je leur fais un coucou. Oui, justement. Concernant Ressa TV, je suis très satisfait, je suis très émerveillé par tout ce que je vois ici, mais surtout par ce qui a motivé la création de cette Web TV. L'agriculture chez nous n'a pas cette visibilité et c'est ce que vous essayez de faire ici. Cette visibilité, ça permet deux choses, faire la promotion des entrepreneurs agricoles, mais surtout inciter les autres à embrasser ce secteur. Voilà, donc aujourd'hui, comme vous le savez déjà, la jeunesse guinéenne, beaucoup sont au chômage. Ouais. Et l'agriculture, pourtant, on a assez de terres arables. Les terres arables sont disponibles. Exactement. Assez d'opportunités dans ce secteur-là. Donc, c'est pour moi, il n'est question que de vous remercier, de vous féliciter, de vous encourager. Et nous, en tant qu'autorité publique, nous ferons tout pour que Ressa TV excelle, au-delà de survivre, mais excelle. D'accord. Je crois que ces félicitations vont, et c'est le club de l'agriculture qui les mérite parce que c'est le club qui a eu l'idée de mettre cette télévision en place. Nous ne sommes que des acteurs, des techniciens pour faire passer la parole, pour essayer de donner la parole aux agriculteurs, aux acteurs pour ne pas parler à leur place. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous avez trouvé ou qu'est-ce que vous avez mis en place pour l'agriculture au niveau de votre commune? D'accord, merci. Je vais d'abord représenter... On n'a pas besoin, on a juste besoin maintenant de savoir qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Bon, bref, une brève présentation. Je suis Souleymane Diallo. Je suis jeune, je suis passionné et je suis dans l'agriculture depuis 2018. Pratiquement dans l'agriculture depuis 2018. Pas que d'abord d'être un responsable, mais voilà, bien avant. Bien avant, je suis dans l'agriculture depuis 2018, c'est-à-dire depuis que j'étais au banc de l'université. Parce que moi, j'ai effectué mon premier stage dans l'administration publique dans la préfecture de Dalaba, où j'ai servi. J'ai fait mon premier stage là-bas en 2018. Donc, depuis ça, entrepreneur agricole, créateur de Web TV. Créateur de contenu. Créateur de contenu, exactement. Créateur de contenu sur les réseaux sociaux, comme vous l'avez dit auparavant. Je suis directeur communal de l'agriculture, de l'élevage de Kaloum d'abord.
Entre 2023 et 2025. Entre 2023 et 2025, nommé par le président de la République. Entre-temps, en mars 2023, en mars 2025, j'ai été muté. Voilà, je considère après que j'ai été muté. Après la création de la commune de Lambagny, il fallait un directeur communal. Il fallait un directeur. Donc, j'ai été déplacé de Kaloum à Lambagny pour essayer de reprendre, c'est-à-dire de refaire la même chose, la même dynamique que j'ai apportée à la commune de Kaloum au service de la nouvelle commune de Lambagny. Okay. Alors, je vais maintenant présenter un peu le rôle ou les missions des directions communales de l'agriculture et de l'élevage dans la région de Conakry. Okay. D'ailleurs, d'abord, on a 13 communes. Donc, toutes les 13 communes ont leur directeur communal de l'agriculture et de l'élevage. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est-à-dire lire les attributions du ministère et tout. Mais sachez que les communes représentent, les directeurs représentent le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Dans ces communes. Dans ces communes. Donc, vous comprendrez que je suis le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage de Lambagny. Dans ce studio même. Dans ce studio même. Oui, justement. Donc, sur ce, les directions communales de l'agriculture a d'abord un secteur clé, c'est-à-dire celui de la santé publique. Quand on prend la santé publique, on la subdivise en deux. La santé animale et la santé humaine. Donc, l'élevage, à travers ses cadres vétérinaires, intervient dans tout ce qui est protection, dans tout ce qui est inspection des denrées alimentaires d'origine animale. Donc, là, quand on prend le poulet, on prend tout ce qui est viande, on prend tout ce qui est lait, ce sont les vétérinaires qui ont la capacité, là, il faut commencer par ça, qui ont la capacité de vérifier, de certifier que c'est une très bonne qualité qui doit être mise sur le marché pour notre population. Donc, vous comprenez un peu le sens de la santé humaine dont je fais allusion. Côté santé animale, ici, comme vous le comprendrez, l'être humain est à chaque fois avec les animaux, certains êtres humains. Quand on prend peut-être vous ou vos voisins, ils ont des chiens. Et il y a certains même qui ont des moutons et des chèvres. Il y a des animaux domestiques. Exactement. Donc ces animaux domestiques qui vivent avec les êtres humains, ils doivent être protégés. Par qui? Par les vétérinaires, qui s'assurent de leur bien-être. Quand on parle de bien-être, c'est d'abord la santé. Et la santé commence par la vaccination. Tenez-vous bien, par exemple, l'année dernière, en 2024, dans la commune de Kaloum, où j'étais, on a vacciné 2000 chiens. 2000 chiens. 2000 chiens. Contre la rage. Contre la rage. On a vacciné 2000 chiens contre la rage. Ça n'avait jamais été fait. On a autant de chiens à Kaloum? On a autant de chiens à Kaloum. Bien sûr qu'on a autant de chiens à Kaloum. Les chiens là sont... Il y a des... Bon, j'ai oublié un peu la statistique parce qu'il y a des chiens errants, il y a des chiens domestiqués parmi ces 2000 chiens. Okay. Est-ce que vous comprenez? Mais le nombre de chiens errants était élevé par rapport au nombre de chiens domestiqués. Ça, c'est... Voilà, et c'est là où normalement le ministère aussi intervient. Parce qu'aujourd'hui, même chez vous, dans vos quartiers, dans vos différents quartiers, vous remarquerez assez de chiens errants. Et ça perturbe un peu la paisibilité des citoyens. Est-ce que vous comprenez? Surtout les chiens errants. Ouais. Voilà, surtout nos mamans qui se réveillent tôt le matin pour aller au marché ou pour aller faire des achats. Elles sont un peu des fois préoccupées par ces chiens-là. Oui, la peur est là. La peur est là. Ouais. Donc vous comprenez un peu, nous évoluons un peu côté santé animale, côté santé humaine. Ce sont ces deux interventions que nous faisons côté élevage. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, au niveau par exemple des communes, nous sommes des services de recettes. Donc nous apportons à travers nos conseils, à travers les droits de stationnement, les taxes d'abattage, nous apportons des recettes à nos communes, différentes communes. Par exemple, dans la commune de Lambagny, aujourd'hui, nous avons 2 parcs à bétail. Okay. 2 parcs à bétail. Et ces 2 parcs à bétail payent le droit de stationnement, ils payent les taxes d'abattage s'il y a abattage. Et vous apportez quoi en retour à ces vendeurs de bétail? Ce n'est pas à ces vendeurs de bétail que nous apportons.
c'est pas au vendeur. Bon, quand je dis c'est pas au vendeur de bétail nous apportons quelque chose, nous les apportons beaucoup parce qu'en phase de négociation par rapport à ces taxes, nous conseillons au service de recettes de la commune, c'est-à-dire les financiers et les receveurs de la Je veux commune. dire la sécurité, est-ce que vous garantissez leur sécurité? Oui, mais est-ce que vous garantissez un peu leur libre circulation? Oui, vous les permettez d'exercer? Oui, la libre circulation, oui. Mais ça, c'est à travers d'autres services déconcentrés. Par exemple, un animal ne doit pas quitter d'une zone à une autre sans un laissez-passer, ne doit pas quitter d'une zone à une autre sans un certificat zoosanitaire. Et c'est là que nous intervenons, nous, en tant que responsables de ces parcs à bétail. Il faut qu'on s'assure que l'animal qui est là, il est en bonne santé. Ça aussi, c'est pour la population. Nous aidons ces propriétaires de parcs à bétail à ce qu'ils aient tout ce qui est document officiel pour qu'ils puissent vaquer à leurs occupations sans qu'ils ne soient dérangés. Donc, ça, c'est ça, comme je viens de vous le dire, nous faisons tout pour qu'ils soient en règle afin que la population ait accès à quelque chose de qualité. D'accord. Donc, côté recettes, nous apportons aussi au niveau des communes. Tout ça, c'est côté élevage. Élevage. Côté agriculture. Maintenant, côté agriculture, c'est là où j'en venais. C'est le côté le plus important. Ouais. Pourquoi je le dis? Parce que c'est le côté où on peut employer beaucoup plus de personnes. Maintenant, dans nos différentes communes, on a une zone qui est la zone de Symphonia, la plaine de Symphonia, qui fait 24 hectares. Avant, elle faisait près de 1000 hectares. Aujourd'hui, elle n'a que 24 hectares. Parce qu'il y a eu qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des logements sociaux qui ont été construits tout au bord. Donc, on nous a repris presque tous nos hectares là. Il ne nous reste que 24 hectares qui sont aussi menacés. Ouais. Qui sont aussi menacés, ces 24 hectares. Menacés de quoi? Menacés par des constructions. Par des constructions, parce qu'il y a des gens qui essayent de vendre. Mais quand tu achètes, tu sauras que ce n'est pas un domaine à acheter. Et si c'est l'État lui-même? Parce que là où vous dites que ce sont des logements sociaux qui sont construits, ça c'est l'État. Oui, ça c'est l'État. Maintenant, il y a d'autres particuliers qui essayent d'acheter les 24 hectares qui restent. Parce que l'État a commencé. Oui, l'État a déjà commencé. Exactement, parce que l'État a déjà commencé. Et on ne peut plus revenir sur ça. Alors, ça veut dire toutes ces communes-là, pratiquement, à Conakry, vous n'avez que ces 24 parcelles. 24 hectares. 24 hectares. Ok. C'est la zone, disons, qui a été... où nous sommes allés, nous avons fait un peu la topographie, nous avons mesuré et tout. Mais il y a des petites superficies, comme vous le savez, dans les différents quartiers où les femmes évoluent un peu avec les feuilles de patates, les feuilles de manioc. Par exemple. Exactement. Donc, on a ces petites superficies qui ne sont pas encore répertoriées. La seule zone répertoriée pour le moment, c'est la plaine de Symphonia. La plaine de Symphonia. Celle qui est répertoriée à travers, comme je vous l'ai dit, des topographes et tout. Nous avons 24 hectares là-bas. Et sur ce site-là, c'est toutes les communes qui évoluent sur ce site. Les 13 communes de Conakry. 13 communes de Conakry qui évoluent sur ce site. Quand j'étais à Kaloum, on avait 6 groupements de Kaloum qui quittaient Kaloum, qui évoluaient ici, à Symphonia. 6 groupements de Kaloum qui évoluaient sur la plaine de Symphonia. Donc, là, présentement, dans la commune de Lambani, dès que je suis venu, je suis allé voir mes groupements qui évoluent sur cette zone. D'ailleurs, j'allais vous demander la question, est-ce que vous avez essayé d'avoir les données statistiques? Vous avez combien d'agriculteurs à Lambani? Oui, je suis là-dessus comme ça. Déjà, nous avons pu répertorier les femmes qui évoluent là-bas au nombre de 7 groupements. 7 groupements. 7 groupements, ils ont la plus grande, ils sont deuxième concernant la plus grande superficie de la zone de la plaine de Symphonia. Après qui? Après Symphonia elle-même, la commune de Symphonia. Voilà, après les groupements de la commune de Symphonia. Donc nous sommes deuxième en ce moment qui évoluons sur ce site de Symphonia. Nous sommes en train de faire un projet un peu pour recenser ceux qui sont dans l'agrobusiness, c'est-à-dire quand on dit agrobusiness, ceux qui sont dans la transformation, un peu dans la transformation des produits agricoles. Nous sommes en train de les identifier aussi petit à petit pour en faire une rencontre, en faire un débat et essayer de trouver des pistes de solutions. Maintenant, ici, il y a plein de choses à faire en termes d'agriculture. Pourquoi je le dis? Parce que la commune de Lambani regorge de, disons, plusieurs universités privées. Et ces universités privées, il y a de la jeunesse, il y a de l'envie. Donc, nous essayons de trouver des projets
pour faire la promotion de l'agriculture. Vous essayez ou vous avez déjà des projets? On est déjà là-dessus. Quand je dis nous essayons, ce qui veut dire nous sommes déjà là-dessus. Vous avez les projets, vous essayez d'avoir des partenariats alors? Exactement. Au-delà même des partenariats, nous sommes en train de bien ficeler d'abord le projet, le présenter à la hiérarchie et ensuite de cela maintenant débuter le projet. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il va falloir ficeler le projet, de budgétiser. Donc ça c'est dans votre plan Ça c'est dans notre plan d'action annuel. de travailler avec les universités pour... Exactement, pour faire un peu... Bon, on a déjà ciblé pour deux faire activités. intéresser les jeunes à l'agriculture. Voilà, on a déjà ciblé deux activités principales avec ces jeunes. Un, c'est de faire des panels où nous allons inviter que des entrepreneurs agricoles, parce que moi j'en connais beaucoup déjà, que des entrepreneurs agricoles qui vont venir partager avec les jeunes universitaires c'est quoi l'agriculture, c'est quoi les difficultés de l'agriculture, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir. Les mieux placés pour nous donner ces conseils, c'est ceux qui sont déjà sur le terrain, la main sur la terre. Ça, c'est la première activité. La deuxième activité qu'on veut mener avec les jeunes universitaires, c'est prendre ces jeunes-là, les envoyer dans une préfecture très proche de Conakry, leur former pendant 1 mois en agriculture sur le terrain, sur place, pendant 1 mois. Et après, nous essayons de les accompagner. Mais nous n'accompagnons pas tout le nombre qui a été envoyé pour la formation. Donc, et comment ça va se passer alors? Nous allons faire un petit concours pour eux. Nous allons voir les plus motivés, ceux qui ont plus compris le but un peu de la formation qu'on a menée avec eux pendant 1 mois. C'est eux qui seront accompagnés. Donc, ce sont ces deux activités principales que nous sommes en train de ficeler dans les coulisses. Et bientôt, vous nous aiderez, Ressa TV, à faire un peu la promotion de ce que nous sommes en train de ficeler en coulisses. D'accord, si je comprends bien, en ce moment, depuis le mois de mars, vous êtes en train de travailler sur des projets pour accompagner les jeunes. Non seulement vous êtes avec les coopératives qui sont en train d'exercer l'agriculture, et puis là, vous êtes en train de chercher à augmenter le nombre, c'est cela? Exactement. Alors, quand on vous dit l'agrobusiness, comment s'assurer d'un retour à l'investissement? Comment vous allez répondre à cette question? Ça, c'est une très belle question. C'est la question principale. Aujourd'hui, c'est moi que vous avez invité. Vous pourrez inviter plusieurs personnes. Je pense que vous n'aurez pas une réponse claire là-dessus. Parce que chaque être humain a sa façon de réussir. Ouais. Vous comprenez? Mais il y a toujours, comme on aime souvent le dire, une ligne directive. Ouais, surtout que lorsque vous étiez le directeur communal de l'agriculture et de l'élevage de côté de Kaloum, vous avez initié une formation agro-pastorale et là, vous avez essayé d'intéresser les jeunes pour qu'ils sachent les b.a.-ba de cette pratique. D'ailleurs, ce qui nous a poussé à venir vers vous, alors expliquez-nous un peu. Exactement. Donc, on a réussi à réaliser quelque chose d'original qui n'a jamais été fait. Et je suis aujourd'hui fier de le dire, parce qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes de Kaloum qui sont présentement à l'intérieur du pays. Vous êtes sûr que ça n'a jamais été fait? Je suis sûr que ça n'a jamais été fait. Wow. J'ai servi la commune de Kaloum pendant 9 mois, donc je connais déjà ce qui est passé antérieurement et ce qui est... Vous parlez de votre projet agriculture urbaine? Oui. Ok. Je parlerai de ça. Maintenant, avec ces jeunes-là, c'est comme je viens de vous le dire, nous avons pris, c'est une phase pilote, nous avons pris une dizaine de jeunes, nous les avons envoyés dans une préfecture de proximité, c'est-à-dire à Forêt-Caria, et nous les avons mis à disposition d'une entreprise agricole qui dispose de tous les matériels agricoles, c'est-à-dire d'un tracteur, d'un semoir et tout, et qui a formé ces jeunes gratuitement pour nous. Gratuitement, qui les a logés, qui les a nourris pendant 1 mois, 10 jeunes, et qui leur a formés en agriculture. C'est-à-dire la vraie agriculture, ce n'est pas l'agriculture où tu t'assois, on te montre un tableau, non. L'agriculture, tu montes sur le tracteur, toi-même tu roules le tracteur, l'agriculture où toi-même tu sèmes, c'est ce qu'on leur a montré pendant 1 mois. Donc c'est devenu des soldats de l'agriculture.
c'est devenu comme j'aime souvent l'appeler, l'avenir vert de l'agriculture. L'avenir vert dans Passion Verte. Dans Passion Verte, exactement. Notre invité, c'est Souleymane Diallo. Il est le directeur communal de l'agriculture et de l'élevage. Il est en train de nous expliquer ses prouesses par rapport à ce qu'il a fait dans la commune de Kaloum. Là, nous parlons de l'agrobusiness. Comment s'assurer d'un retour à l'investissement? Merci. Je reviens alors sur cette question. L'agriculture, c'est comme le commerce. Quand vous prenez le commerce, ce n'est pas tout le monde qui est Diallo Sadakadi. Ce n'est pas tout le monde qui excelle. Voilà. Ce n'est pas tout le monde qui est Diallo Sadakadi. Parce que quand vous dites Diallo Sadakadi, ce n'est pas tout le monde aussi qui connaît qui est Diallo Sadakadi. Voilà, ce n'est pas tout le monde qui devient un grand commerçant. Voilà, comme lui. Donc, ce qui veut dire, ce n'est pas tout le monde qui excelle, comme vous l'avez dit. Le commerce, il y a quelqu'un qui a une petite table, il fait le commerce. Quand je le prends, je peux le représenter à un agriculteur qui a 3 hectares. Okay. Quelqu'un qui a une petite table. Un commerçant qui a une petite table. Je le représente en agriculture comme quelqu'un qui a 3 hectares. Okay. Celui qui a une petite table, il ne fait pas assez de bénéfices. Non. Celui qui a 3 hectares ne fait pas assez de bénéfices. Il faut combien d'hectares? Voilà, je l'expliquerai pourquoi il ne fait pas assez de bénéfices. Okay? C'est lui qui a cette petite table qui fait le commerce. Est-ce que cette personne peut prendre quelqu'un? Est-ce qu'il crée de l'emploi? Est-ce qu'il peut créer de l'emploi? Est-ce qu'il peut prendre quelqu'un? Tu dis, tu gères, après je te donne dans les bénéfices quelque chose. Est-ce que celui-ci va s'en sortir? Ce n'est pas évident. Il ne va pas s'en sortir. Donc, c'est pour dire qu'avec 3 hectares, tu peux gérer seul. Tu dois gérer seul. Tu dois trouver des emplois, mais tu dois gérer seul. Tu ne dois pas rester à Conakry ici, pensant que tu fais de l'agriculture avec 3 hectares. Tu ne peux pas confier ton champ. Ouais. C'est toi le gérant. Avec 3 hectares, c'est toi le gérant. Maintenant, j'expliquerai brièvement pourquoi c'est pas rentable. Ou pourquoi c'est difficile à rentabiliser. C'est rentable, mais c'est difficile à rentabiliser. Il faut avoir les clés. Il faut avoir les clés. Quelles sont les clés alors pour ce retour à l'investissement? C'est un peu, je rends hommage un peu à l'université qui nous a formés. L'ISAV, l'Institut supérieur. Qui est aussi partenaire à Ressa TV, qui est partenaire au club d'agriculture. Je suis très content de l'entendre. Oui, c'est cela. Voilà. L'ISAV fait partie de nos partenaires. Voilà. Donc, c'est la seule c'est le seul institut de la Guinée qui forme en agriculture. Donc, ils ont réussi à nous former sur les techniques de production agricole. Donc, si un entrepreneur n'est pas bien formé sur les techniques de production agricole, la base de la réussite de l'entrepreneur agricole, c'est d'abord son rendement. C'est d'abord son rendement. Tant que tu n'as pas ce rendement, tu ne peux pas te dire entrepreneur même. Moi, je n'aime même pas ce mot entrepreneur agricole. Je ne sais pas. Pourquoi vous ne l'aimez pas? Vous pensez pas? Parce que le meilleur mot, c'est l'efficacité agricole. Tant que tu n'es pas efficace en agriculture. Vous savez, vous êtes doublement agriculteur parce que vous êtes passionné, mais c'est votre métier. C'est mon métier. Alors, exactement. Il y en a qui sont passionnés, mais qui ne soient pas peut-être des agronomes, ingénieurs agronomes. Qui acceptent de se former. Donc, vous voyez doublement. S'il faut avoir un retour à l'investissement, il faut se faire entourer par des spécialistes. Il faut peut-être ne pas s'entourer, mais peut-être avoir des notions de base en termes de technicité, en termes de production agricole. Ça, il faut avoir des notions de base très enrichies. C'est cela, il faut s'entourer, se faire entourer par des spécialistes. Par des spécialistes, non. Par là, moi, je comprenais qu'il faut prendre des ingénieurs agronomes et tout ça, mais tu peux suivre plein de cours, même sur YouTube, tu peux suivre. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu prends aussi les techniques de production agricole, il faut savoir minimiser le coût de production. Ok, il ne faut pas se lancer à fond. Et puis... Voilà. Il faut savoir minimiser. Un rendement aussi. Exactement, il faut minimiser les coûts de production. Mais
C'est là il faut être intelligent. Tu ne peux pas minimiser les coûts de production et avoir un beau rendement. C'est là il faut être très, très, très intelligent. Quel est le juste niveau alors? C'est le verre à moitié plein ou à moitié vide? Ça, c'est un peu quand tu es dedans, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu comprends comment ça se fait. Donc, tu minimises un peu tes coûts de production tout en ne minimisant pas les intrants. Ouais, mais celui-là qui veut se lancer parce qu'on dit passion verte, s'il vous écoute, il va avoir peur. Hein? S'il vous dit il faut pas aller vite, mais quand tu ne vas pas vite, encore tu ne vas pas y arriver. Il faut être... Le but, ce n'est pas de les effrayer. Le but, c'est de leur montrer un peu juste. la réalité. Okay. Il faut être sur le terrain. Il faut d'abord se former, comprendre ce que c'est que... On n'opère jamais en apprenant. Voilà. Et il faut accepter de perdre la première année, peut-être la deuxième année, pour acquérir de l'expérience dans ce secteur. Pour acquérir de l'expérience. Vous savez, aujourd'hui, chez nous, par exemple, quand on prend les engrais qui se trouvent sur le marché, ce n'est pas des engrais qui sont très, très adaptés à certaines cultures. Voilà, parce que... Souvent, ce sont des engrais importés aussi, ce ne sont pas des engrais bio. Oui, c'est des engrais importés, tout ça, c'est bon. Mais vous savez, par rapport aux engrais importés, par rapport aux engrais bio, il y a une chose que les gens ignorent beaucoup. C'est quoi cette chose? 2 tiers de nos sols ne sont pas fertiles. 2 tiers? 2 tiers de nos sols ne sont pas fertiles. Ça, je vous l'apprends. 2 tiers de nos sols ne sont pas fertiles. Donc, il faut utiliser à la fois les engrais bio pour sauvegarder notre terre et utiliser un apport d'engrais chimiques pour que tu aies un bon rendement. Donc, ce mélange d'engrais aussi n'est pas dangereux par endroit parce que oui, ce mélange d'engrais, il faut protéger l'écosystème aussi. Exactement, ce mélange n'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est utiliser uniquement le chimique. C'est ce qui est dangereux. C'est utiliser uniquement le chimique. Donc, il faut savoir où utiliser les engrais chimiques, où utiliser les engrais, les engrais organiques ou bio. Mais tu les utilises les deux à la fois. Quand par exemple tu as une production de tomates à faire, n'importe où, il faut utiliser les deux à la fois. Ça quand même, vous l'avez dit, hein, vous nous apprenez. Voilà, il faut utiliser les deux à la fois. Il y a certaines cultures spécifiques où tu ne peux pas les utiliser, mais si tu les utilises, c'est encore mieux, parce que tu sauvegardes un peu le sol. Quand tu prends par exemple le riz, aujourd'hui, il y a moins de personnes qui utilisent les engrais bio pour le riz. Tout le monde n'utilise que les engrais chimiques pour le riz. Et il faut, quand tu prends la spécificité de nos sols un peu, il faut un peu encourager l'apport des engrais bio, parce que c'est ce qui sauvegarde notre sol. L'écosystème. Aujourd'hui, on a 2 tiers. Si nous continuons à utiliser que le chimique, nous n'aurons plus peut-être 3 sur 3 sur ça ne fera que se dégrader. Donc, il faut utiliser les deux à la fois. Alors, ce que je vous propose, parce que là, vous parlez de la protection de la nature, je vous propose un élément qui a été tourné à Bangouya par Alassane Diallo et Mariama Fodi Kamara, d'où on parle de l'écosystème, surtout on parle des conditions climatiques favorables à l'agriculture. S'il a réagi avec nous, après cette virgule verte, nous allons suivre ce thème. Face aux défis du changement climatique et de la déforestation, de plus en plus d'agriculteurs se tournent vers les cultures forestières durables. Ibrahima Kourouma, lui, s'est spécialisé dans ce domaine. Parmi les espèces qu'il cultive, le mélina, le fromager et le teck. Cet agriculteur nous explique comment il prépare le sol pour accueillir ces jeunes plants. Voilà, on commence la préparation du sol. Si la préparation du sol est bien faite, on n'aura pas assez de problème. Il s'agit de faire le labour, apporter la matière organique, si nécessaire, parce qu'on ne fait pas l'apport comme parce qu'on le veut bien, il y a la matière organique, non. On fait la préparation du sol, on fait l'apport. Voilà, si on a étudié le sol, connaître les besoins du sol, voilà, l'humidité, la texture du sol et la structure du sol. Voilà, c'est à cause de ça qu'on fait la préparation du sol.
Le mélina, par exemple, nécessite un arrosage régulier, surtout en saison chaude. Pour répondre à ce besoin, Ibrahima puise l'eau directement dans le lac à l'aide de cette motopompe. Il y a le lac ici, on a une motopompe. Voilà, on arrose avec ça. L'irrigation par aspersion avec le tuyau, on fait le raccordement et puis on arrose les plants. La fréquence d'arrosage, ça dépend de la température. Voilà, parce qu'à un moment donné, la température était très élevée par là. Donc il fallait qu'on arrose au moins 2 fois par jour. Mais ici, les conditions climatiques ne sont pas toujours favorables. Les températures élevées affectent parfois la qualité et la productivité du sol, rendant la tâche plus difficile. Le problème énorme ici, c'est le stress hydrique, la température. Voilà, parce que si on arrose par exemple le matin, ici 11h, 12h, 13h, le sol est sec. Et ça joue sur la croissance et le développement des plants. Et surtout, ça joue sur la porosité du sol. Oui, parce qu'il y a 2 types de porosité. Il y a la microporosité et il y a la macroporosité. La microporosité, ça permet l'infiltration de l'eau dans le sol. Et la macroporosité, ça permet l'aération du sol. S'il y a le stress hydrique, l'eau qui s'infiltre, ça rentre facilement. Ça, on aura des sérieux problèmes. Sa pépinière s'inscrit pleinement dans un projet de reboisement local. Dès le mois de juillet, elle pourrait être mise à la disposition de la communauté pour encourager la plantation à plus grande échelle. C'est une pépinière entièrement financée par le même donateur de 5000 m² avec des plants exotiques Mélina et Tech, ajouté à un peu de plantes locales. Il faut aujourd'hui penser à tous les côtés. Cette pépinière de Bangoya, c'est uniquement pour le reboisement. Donc la pépinière, depuis son installation à maintenant, il y a 3 mois. Nous espérons avoir à distribuer ces plants partagés avec la communauté dans 45 jours. Le succès d'une plantation de mélina, de teck ou de fromager dépend avant tout d'une bonne préparation du sol et d'un arrosage adapté aux besoins spécifiques de chaque espèce. Un travail exigeant, mais essentiel pour bâtir les forêts de demain. De retour sur ce plateau, Passion verte, nous étions à Bangoya, où l'agriculture lutte contre les effets des changements climatiques. Là, ça devient un problème extrême pour lutter contre la pauvreté. Et ce qui nous amène à vous demander, vous, dans votre commune, ou d'abord vous laissez commenter l'élément, vous avez vu défi climatique, une urgence extrême contre la pauvreté. Qu'en dites-vous? Merci, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la manière de rentabiliser l'agriculture, que c'était difficile chez nous ici, parce qu'il y a un peu ce défi climatique chez nous. Et vous savez, on a 6 mois de saison des pluies. Et beaucoup pensent que c'est le meilleur moment pour planter. Le meilleur moment pour planter, ce n'est pas ce moment-là. C'est pas la saison des pluies. C'est pas la saison des pluies. Je vous l'explique. Parce que pendant la saison des pluies, tu n'es pas en train de contrôler le facteur d'eau. Quand tu prends par exemple le Fouta, lorsqu'il pleut beaucoup, les plantes tombent malades. Okay. Il y a une maladie au Fouta qu'on appelle le mildiou, qui attaque un peu la famille des solanacées, qui sont la tomate, la pomme de terre, le piment.
Donc, lorsqu'il pleut 2 à 3 jours, toutes les feuilles de ton champ deviennent noires. Donc, il y a ce facteur un peu de pluie qui est un facteur retard que les gens ne comprennent pas, ou qui est un facteur qui augmente les coûts de production. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Parce que il faut produire à partir du moment de la fin, disons, de la saison des pluies. Vers le mois de novembre-décembre. Vers les mois, disons, de septembre, octobre, novembre, décembre. Et ce moment-là, un entrepreneur agricole, un vrai entrepreneur agricole, parce qu'on ne peut pas faire l'agriculture des anciens et espérer avoir le même résultat, un résultat différent. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour ça que je vous dis que notre agriculture, on doit un peu la revoir. Il faut réinventer l'agriculture. Il faut réinventer l'agriculture. Est-ce que vous comprenez? La manière de faire l'agriculture. Tu ne peux pas dire que tu es en train de produire, tu n'es pas en train de contrôler l'eau. Si par exemple tu mets de l'engrais, s'il y a assez de pluie, cet engrais chimique que tu as mis, ça va au fond du sol. Et ce facteur maladie dont je venais de faire allusion là, tu n'es plus protégé. Tu n'es plus protégé. Donc tu ne maîtrises pas un peu la rentabilité, tu ne maîtrises même pas les coûts de production. Parce que quand il pleut pendant 2 jours d'affilée et que tu vois la maladie, tu es obligé d'aller racheter les produits pour venir traiter ton champ. Donc ça augmente les coûts de production. Le meilleur moment pour produire chez nous en Guinée, n'importe quelle production ou non, il y a quand même des productions qu'il faut... Exactement, comme par exemple le riz. Le riz. Le riz. Le riz, comme vous venez de le dire. Le maïs. Le riz, on peut le produire même aussi en saison sèche, mais il suffit d'avoir des moyens pour pouvoir un peu canaliser, pour faire l'irrigation, faire des irrigations et ainsi de suite, faire le drainage. Est-ce que vous comprenez? Mais le meilleur moment pour une production, c'est en saison sèche. Et ceux qui l'ont réellement compris, ce sont les personnes qui évoluent du côté de Timbi Madina. Les plus grands producteurs de pommes de terre se trouvent à Timbi Madina. Et ils commencent à produire à partir de septembre. Jusqu'au mois de mars, ils produisent. À partir de là, sur leur champ, des fois, il y a quelques-uns qui mettent le maïs, il y a d'autres qui ne mettent rien. Et leur campagne commence au mois de septembre. Ouais. Et c'est là la vraie campagne, parce que tu contrôles le facteur d'eau. Et c'est l'un des facteurs les plus importants. Mais ça demande des moyens, parce ça que s'il faut c'est installer un moteur, oui, c'est ce que je dis. Il faut réinventer un peu. On a vu le jeune ingénieur agronome Kourouma, mais il a un moteur. Et c'est pas l'eau, là où il tire, c'est pas loin, mais imaginez que c'est loin. Oui, c'est loin. C'est de Timbi Madina, c'est aussi loin. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai oublié un peu le métrage, mais ce jour, quand il m'a dit le nombre de kilomètres où il allait chercher l'eau, j'étais encore émerveillé. J'étais surpris, mais j'étais émerveillé. Émerveillé? Oui, j'étais émerveillé. Que vous étiez étonné ou... Non, j'étais émerveillé parce que je me suis dit, il a le courage. Il a le courage. Et c'est ce qu'on cherche. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est pourquoi il réussit. Vous comprenez? Et cette personne-là, il n'est pas sur 2 hectares, 3 hectares. Il est sur une 50aine d'hectares. 50 hectares. Imaginez irriguer 50 hectares. Non, lui, il mérite de passer dans Passion Verte. Bah bien sûr, il sera là. Moi, je sais qu'il sera là parce qu'il doit partager un peu son vécu. Ah non, il mérite de passer dans Passion Verte pour savoir comment il est en train de s'en sortir les 50 hectares et peut-être des kilomètres pour avoir de l'eau pour arroser son champ. Mais en parlant de cultures qui n'ont pas besoin d'attendre, parlant par exemple du manioc, à quel moment il faut le manioc à partir du mois de mai-juin. Mai-juin, oui, tu peux planter. Dès le début manioc, des pluies. Dès le début des pluies, parce que c'est une culture qui n'a pas assez de problèmes. Ouais. Le manioc, c'est l'une des meilleures cultures. Mais chez nous... En quoi le manioc est l'une des meilleures cultures? Parce que techniquement, elle ne demande pas assez. Elle ne demande pas assez, techniquement. Et en termes de suivi aussi, elle ne demande pas assez. Et en termes de rentabilité, c'est énorme. Tu peux utiliser le tubercule, la tige, les feuilles. Tu peux tout utiliser sur le manioc. On ne jette rien avec le manioc. Voilà, mais nous, on n'a pas cette culture pour le moment. C'est ce que le père dit, les konema dou, konema hakunde ko audi. Bah voilà. C'est-à-dire vous mangez en bas, vous mangez en haut, au milieu, c'est ce que vous allez encore s'aimer, c'est la bouture. Exactement. C'est ça. Exactement. Le manioc, c'est une culture spéciale que normalement on devait adopter, chérir même, produire dans toute la Guinée. Alors, quelles sont les dispositions que vous avez prises pour quand même encourager cette culture de manioc dans votre commune ici, à Lambagny? Nous, principalement, si ce n'est pas pour faire la promotion du manioc,
avec peut-être l'appui du club d'agriculture et tout, faire la promotion, et pour encourager ceux dont nous allons former prochainement dans l'agriculture à aller vers cette culture, parce que c'est une culture, je dirais pas une culture facile, mais c'est une culture moins exigeante par rapport aux autres. Donc en termes de promotion de cette culture, on peut le faire pour les jeunes que nous allons incuber et que nous allons mettre à disposition des intrants. Les intrants, j'allais justement vous demander quelles sont les facilités que vous organisez entre les groupements que vous avez et les banques, ou bien s'il y a des fonds alloués par le département pour accompagner les agriculteurs. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a suivi le gouvernement. Chaque ministre devait mettre en valeur au moins 50 hectares, si j'ai des bonnes informations. Ouais. Maintenant, vous, quels sont les moyens ou quelles sont les facilités que vous avez pour aider les entrepreneurs agricoles à avoir de l'argent auprès de la banque ou à être accompagnés par le département afin de pouvoir avoir de l'argent, parce qu'on parle de l'agrobusiness, afin de pouvoir espérer un retour sur l'investissement? S'il y a aujourd'hui des acteurs qui sont des vrais rois, qui sont des vrais rois, je le dis et je l'assume. Là, c'est le politique qu'on entend. Non, ce n'est pas une question de politique. Ah ben c'est ça. Après, je vais peut-être m'expliquer. Si vous prenez du côté de la politique, il n'y a pas de problème. Non, je ne prends pas le côté, mais voilà. Quand vous dites que ce sont des rois, nous, on les rencontre sur le terrain, on ne sent pas le royaume. Le budget du ministère de l'Agriculture avant le 5 septembre a été multiplié par 6. Ok. Ça, c'est avant le 5 septembre. Mais est-ce que ça s'est ressenti sur le terrain? Oui, c'est pour ça que je dis, s'il y a des acteurs qui sont gâtés, qui sont des rois, ce sont les entrepreneurs, ce sont ceux qui évoluent dans l'agriculture. Ou bien ceux qui sont dans les bureaux. Non, j'en viens, ok? Mais vous savez, on a une difficulté. Ok. La difficulté, c'est que les gens ne savent pas ou ne connaissent pas qui ils doivent... vers qui se tourner. Vers qui se tourner. Est-ce que vous comprenez? Ils ne savent pas vers qui se tourner. C'est le problème... Les formalités. Les formalités, c'est les problèmes les plus récurrents chez nos paysans. Est-ce que vous comprenez? Si je comprends bien, vous avez l'argent, mais il y aura un problème de décaissement parce que là, celui qui vient, il ne sait pas comment demander de l'argent. Comment demander de l'argent? Il n'est pas... Qu'est-ce que vous faites pour les faire comprendre ces facilités? Oui, mais le ministère de l'Agriculture, à travers ses services déconcentrés, font le maximum pour bouger vers eux, pour les recenser, pour les identifier partout où ils sont et essayer de faire tout pour qu'ils aient au minimum un agrément et un compte bancaire. Tous les services déconcentrés le font. Tous les services déconcentrés le font. Sans lesquels, impossible d'être accompagné. Impossible d'être accompagné. Mais quel que soit l'effort du ministère, il y aura des moments où on ne peut pas toucher tout le monde. Il y aura des limites où on ne peut pas toucher tout le monde. Il y aura le maximum. Donc, si nous, on essaie de donner notre maximum, il faut que la couche paysanne donne aussi son maximum. Là, vous êtes en train de faire un appel à ces agriculteurs de venir vers vous. De se tourner vers les services déconcentrés du ministère de l'Agriculture. Mais vous aussi, vous devez sortir des bureaux, hein? Vous allez dans les champs. C'est ça ce que je dis. Nous faisons le maximum. Les services déconcentrés à l'intérieur font le maximum. Vous n'allez jamais dire que vous ne le faites pas. Hein? Moi, par exemple, je suis à chaque fois sur le terrain, sur la plaine de Symphonia. Quand vous demandez c'est qui Diallo, ils vous diront c'est qui. Okay. À chaque fois, je suis sur la plaine de Symphonia. Okay. Est-ce que vous comprenez? Le ministère de l'Agriculture a des intrants agricoles, c'est-à-dire des semences, des petits équipements et tout. Des fois, il arrive des moments où on fait des subventions, c'est-à-dire gratuites, mais on ne donnera qu'à ceux qui sont identifiés. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand vous dites des fois, ça c'est combien de fois dans l'année ou vous avez fait combien de fois d'ailleurs depuis que vous êtes là? Vous avez accompagné qui? Quand je prends par exemple en 2024, la plaine de Symphonia, le lendemain de la fête de l'indépendance, puisque cette fête d'indépendance donnait un peu la valeur aux femmes, le ministère de l'Agriculture a donné assez d'intrants agricoles à ces productrices de la plaine de Symphonie. C'était quantifié? Vous connaissez la valeur? Bien sûr, c'était quantifié, mais je ne peux pas ouvrir mon téléphone là pour vous dire toutes les notes. Mais c'était quand même conséquent. Et toutes les communes ont quand même eu quelque chose de conséquent. Ça, c'est 2024. Un accompagnement en 2024, à l'occasion de la fête de l'indépendance. De la fête de l'indépendance. Oui. Maintenant, quand tu prends à l'intérieur du pays, je ne sais pas si vous suivez un peu les réseaux sur la page du ministère de l'Agriculture, le ministre de l'Agriculture en personne
il y a assez de subventions comme ça que le ministère de l'Agriculture fait en termes de matériel agricole, en termes de des intrants agricoles et tout. Au-delà des subventions, sachez qu'il y a des projets qui évoluent presque dans tout Conakry. Il n'y a pas aujourd'hui un projet qui n'évolue pas dans une préfecture. Même à Conakry, nous avons par exemple ici il n'y a le pas FODA, une localité qui ne bénéficie pas d'un projet. Quand tu prends par exemple ici, il y a le FODA, c'est national. Mais Conakry figure dans tout ce qui s'agit de l'accompagnement. Voilà. Maintenant, quand vous prenez aussi le projet Paguita, le projet Paguita aussi figure dans la zone de Conakry. Donc, elle intervient dans la zone de Conakry. Est-ce que vous comprenez? Donc, à l'intérieur aussi... Pratiquement, tout commence ici et ça se termine ici. Non, ça commence ici. Pour le monde paysan. Non, ça commence ici, mais il y a assez de projets qui n'interviennent pas à Conakry. Il y a assez de projets. Agrifam n'intervient pas à Conakry, Pédabad n'intervient pas à Conakry. Mais quand tu prends Paguita, intervient par exemple à Conakry en Haute-Guinée. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des projets aussi qui évoluent dans ces zones, qui apportent des subventions à ces groupements. Vous comprenez? Donc, déjà, concernant l'accompagnement, c'est ce que je répète et que j'assume, il n'y a pas eu un accompagnement, il n'y a pas des acteurs aussi gâtés que ceux qui évoluent dans l'agriculture. Je prends un autre exemple depuis 2021 aussi. Vous excusez, je prends un exemple. Les jeunes entrepreneurs, ceux qui évoluent dans l'agriculture, qui font de l'agro-business. Il y a eu, disons, 2 promotions. Quand je dis 2 promotions, c'est-à-dire en 2022 et en 2023. Et dans toutes les préfectures, nous avons choisi un champion, un jeune entrepreneur qui évolue dans l'agriculture. Le ministère de l'Agriculture nous a donné un tracteur, des semences et des engrais. Et comment ce concours-là a été... Comment on a détecté ces champions? Ces champions, c'est sur la base de l'évolution sur le terrain. De leur rendement? De l'évolution, c'est-à-dire qu'ils existent d'abord, ça c'est un. Juridiquement, ça c'est un. Deuxièmement, quantité ou, disons, superficie emblavée, ce sont des critères de sélection. Est-ce que vous comprenez? Donc, 40 jeunes pour la première promotion et 40 autres jeunes pour la deuxième promotion. Donc, ce qui veut dire que 2023-2024. 2023-2024. Donc, c'est-à-dire près de 80 hectares donnés aux jeunes pour qu'ils puissent tentez votre chance pour 2025 encore. Peut-être qu'il y aura plus de 2 machines, tracteurs pour les jeunes champions. Bon, pour 2025... Ah, les annonces. Voilà, non, pour 2025, il n'y a pas pour le moment d'annonce, si ça va continuer ou pas, parce qu'on essaye, parce qu'il faut le dire, pourquoi on ne le fait pas aussi, il faut le dire. Ce qu'on est en train de donner, des tracteurs, des semences et des engrais, c'est à rendre. Ok. C'est un prêt. C'est un prêt. Tu es sûr que tu es en train de produire? Ok, le ministère t'accompagne, il te donne tout, il te donne rien avec une plus-value. Il te donne au même prix, tu produis, tu rends. C'est tout ce qu'on te demande. Tu rends le matériel ou l'argent? Tu rends l'argent. Tu rends le prix du tracteur, tu rends soit la semence ou le prix de la semence. Par exemple, en 2023, on nous avait dit de rendre la semence. Mais il y a certains qui ne le rendent pas. Donc il fallait stopper. Voilà, c'est qui gâte la chance des autres. Donc il fallait caler ça, essayer de voir comment est-ce qu'on peut déjà, ce qu'on a déjà fait, là, essayer de rentabiliser sur ça d'abord. Alors nous tendons vers la fin de cette émission, mais signale du côté de la régie. Monsieur Diallo Suleiman, il est le directeur communal de l'agriculture et de l'élevage de Lambagny. Avec lui, nous avons parlé de l'agro-business, comment s'assurer d'un retour sur l'investissement. Il nous a expliqué d'abord son expérience, il nous a aussi expliqué qu'est-ce que sa commune est en train de faire pour faire la promotion de l'agriculture et de l'élevage. Là, nous sommes vers la fin de cette émission. Monsieur Diallo, quel conseil encore vous allez partager avec ceux qui sont en train de nous suivre, je veux dire les passionnés de l'agriculture dans Passion Verte? Il y a assez de conseils à leur donner. En bref, alors, beaucoup de choses un peu au détail, c'est ça le journalisme. Beaucoup de choses. Je leur dirais juste d'essayer de faire tout, partout où ils essayent d'évoluer, d'être en rapport avec le service de l'agriculture. Si vous êtes à la baie, essayez de faire tout
pour que le directeur préfectoral de l'agriculture et de l'élevage à l'Abbé vous connaisse la zone où vous êtes en train de produire. C'est d'abord la base. Pour vous enregistrer. Pour vous enregistrer auprès de la PIB, bien évidemment. Et après ça, ils vont vous donner toutes les modalités, s'il y a accompagnement, s'il y a projet, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que s'il y a projet aussi, les cadres au niveau des services déconcentrés, des fois même font des projets pour ces entrepreneurs pour qu'ils puissent bénéficier des projets. Parce qu'il y a certains entrepreneurs qui ne savent pas écrire un projet. Donc les services déconcentrés à travers leur cadre leur aident à ficeler leur projet même si ce n'est pas leur rôle, mais ils leur aident afin qu'ils bénéficient de ça. Parce que l'argent est là, il suffit juste de faire un projet bancaire et de prendre cet argent et d'investir dans ce secteur. Vous comprenez? Deuxième chose que je pourrais leur dire peut-être, c'est de venir et d'investir dans le secteur agricole guinéen. Parce que pour le moment, c'est un terrain vierge. Carrément vierge. C'est un terrain carrément vierge. Il y a la place, il y a des filières à mettre en place et il y a assez d'opportunités. Il y a assez d'opportunités, ce sont là les mots de Souleymane Diallo. Il est le directeur communal de l'agriculture et de l'élevage de la commune de Lambagny. Avec lui, nous avons parlé de l'agrobusiness, comment s'assurer d'un retour à l'investissement. C'est ça d'ailleurs le rôle de cette émission. Passion verte, c'est de donner la parole aux passionnés, aux spécialistes pour vous inspirer, pour que vous ayez le goût de l'agriculture. C'est une émission qui va vous permettre de connaître tous les détails de ce que l'agriculture. Donc c'est pour sensibiliser le public à l'importance de l'agriculture et de l'élevage pour un développement local, bien sûr, tout en offrant une plateforme d'échange entre vous et nous à travers nos canaux digitaux, Facebook, TikTok, YouTube, pourquoi pas à travers notre site Ressa TV, ressatv.net. Derrière les machines, vous avez Nalai Sidibé, Mohamed Lamine Sidibé, Monsieur Mara. Ils sont nombreux autour de Fatoumata Binta Tafsir Diallo qui m'ont aidé à préparer cette émission. Nous vous disons merci et on va se retrouver très bientôt avec un autre passionné de l'agriculture dans votre émission Passion verte. Au revoir.